L'hiver, il y a plusieurs décennies, ne ressemblait pas à celui d'aujourd'hui. Il n'y avait pas de réfrigérateur, pas de supermarché ouvert 24h/24, ni de service de livraison de repas. Lorsque la neige recouvrait la terre et que les légumes frais disparaissaient pendant des mois, les familles devaient s'appuyer sur la mémoire, l'expérience et des plats simples mais ingénieux pour survivre à la saison froide. Chaque plat n'était pas seulement fait pour remplir l'estomac, mais constituait un système de survie transmis de génération en génération. Vous souvenez-vous de ces plats simples mais chaleureux? In 1. Patates douces cuites dans la cendre. Avant le lever du soleil, la maison était encore calme et chaude grâce à la chaleur conservée de la nuit précédente. Sous le foyer de charbon éteint, quelques patates douces étaient enfouies dans la couche de cendre tiède toute la nuit. Elles n'étaient pas placées directement dans le feu, mais reposaient simplement dans une zone de chaleur stable, où une chaleur latente les faisait cuire lentement pendant des heures. Après une longue nuit, l'amidon de la patate se transformait progressivement en sucre naturel. La chair devenait tendre, sucrée et caramélisée de l'intérieur, tandis que la peau extérieure noircissait comme une coque protectrice retenant toute l'humidité. Lorsqu'un enfant se réveillait tôt, il lui suffisait de glisser sa main dans la cendre pour en sortir une patate encore brûlante. Tenue entre deux mains glacées, c'était à la fois un petit déjeuner et un petit radiateur comestible. Aujourd'hui, beaucoup considèrent les patates douces grillées comme un encas vendu dans la rue. Mais durant les hivers rudes d'il y a plusieurs décennies, la patate douce était comme une assurance contre la faim. Elle pouvait pousser sur des terres pauvres, offrait un apport calorique élevé et se conservait longtemps sans aucun équipement. Quand les récoltes échouaient, de nombreuses familles avaient encore des patates pour survivre. Avez-vous déjà mangé une patate douce grillée de cette manière si simple? Et pouvez-vous imaginer un matin d'hiver commençant seulement avec une patate chaude entre les mains? 2. Lait au gingembre caillé. Après un petit déjeuner simple, le repas suivant de la journée nécessitait souvent un peu plus de protéines pour que le corps ait la force de lutter contre le froid. Dans de nombreuses familles autrefois, seuls deux ingrédients familiers comme le gingembre frais et le lait chaud permettèrent de créer un plat à la fois réconfortant et nutritif. Un morceau de gingembre était finement râpé, puis pressé à travers un linge. Seules quelques cuillères de jus de gingembre légèrement trouble coulaient au fond du bol. Pendant ce temps, le lait était chauffé jusqu'à ce qu'une légère vapeur s'en dégage, sans bouillir, juste assez chaud pour qu'il soit difficile d'y laisser son doigt plus d'une seconde. Lorsque le lait chaud était versé sur le jus de gingembre, quelque chose d'étrange se produisait. Après environ 1 minute, le liquide commençait à figer en une crème souple et tremblante, comme une sorte de custard naturel. Pas besoin de remuer, pas besoin de cuire davantage. Une enzyme naturelle du gingembre découpait les protéines du lait et les forçait à se lier en un réseau lisse. Le résultat était un bol de lait caillé léger, parfumé, chaud et doté de ce piquant caractéristique du gingembre. Les jeunes enfants le mangeaient souvent avec une cuillère en bois, sentant la crème fondre progressivement dans la bouche, tandis que la chaleur du gingembre se diffusait dans la gorge. Aujourd'hui, beaucoup pensent qu'il s'agit d'une simple astuce populaire. Mais la science alimentaire moderne a confirmé que cette réaction existe réellement et ne se produit que dans une plage de température très précise. Les cuisiniers d'autrefois ne connaissaient peut-être pas la chimie, mais ils savaient exactement quand le lait était assez chaud par le simple ressenti de leurs mains. Que pensez-vous d'un dessert ou d'un encas nécessitant seulement 2 ingrédients aussi simples? Êtes-vous curieux de savoir quel goût cela aurait? 3. œufs salés avec du riz chaud. Une fois le bol de lait au gingembre terminé, la table du matin n'était pas encore tout à fait débarrassée. Une autre source de protéines avait été préparée des semaines à l'avance. Le père prenait un œuf à la coquille légèrement grise,
le tapotait doucement sur la table, puis l'ouvrait. Le blanc n'était plus liquide comme celui d'un œuf frais, il était ferme, légèrement translucide et élastique. Quant au jaune, il avait viré à l'orange foncé, onctueux et dense. Cet œuf était resté dans de l'eau salée pendant environ 1 mois. Le sel extrayait lentement l'humidité du jaune, rendant les graisses concentrées et huileuses. Les protéines de l'œuf se resserraient également, créant une texture totalement différente de celle d'un œuf frais. Le plus important était que l'environnement salé rendait le développement des bactéries difficile, permettant ainsi à l'œuf de se conserver très longtemps sans aucun appareil de réfrigération. À table, le jaune d'œuf était légèrement écrasé dans un bol de riz blanc fumant. Quelques mélanges légers suffisaient pour que le gras et le goût salé se répandent, enrobant chaque grain de riz. Ce plat en apparence très simple devenait soudainement riche et plein d'énergie. Aujourd'hui, beaucoup considèrent ces œufs comme un plat étrange. Mais dans les vieilles cuisines d'il y a plusieurs décennies, c'était un petit réservoir de protéines qui pouvait se garder des mois. Un seul œuf suffisait à transformer un simple bol de riz blanc en un repas complet. Avez-vous déjà essayé de manger du riz chaud avec un jaune d'œuf salé ainsi? Et si l'on posait devant vous un bol de riz fumant avec un œuf salé savoureux, pourriez-vous y résister? 4. La croûte de riz au fond de la marmite. Une fois le riz servi dans les bols, beaucoup de gens aujourd'hui penseraient que la marmite est vide. Mais dans les vieilles cuisines d'il y a plusieurs décennies, la partie la plus précieuse se trouvait parfois au fond. Lorsque la grand-mère grattait doucement avec une cuillère en bois le riz collé au fond de la marmite en fer chaud, une fine plaque de riz brun doré se détachait en morceaux croustillants. Pendant la cuisson, la couche de riz en contact direct avec le fond chaud de la marmite restait plus longtemps que le reste. La vapeur s'évaporait progressivement. L'amidon et les protéines du riz réagissaient ensemble, créant une odeur de grillé caractéristique et une couleur brune attrayante. La texture changeait aussi radicalement. Plus du tout mou et collant comme le riz du dessus, cette couche était croustillante, sèche et bien plus intense en goût. Les enfants attendaient souvent ce moment avec impatience. Lorsque la croûte de riz était cassée en petits morceaux, ils se disputaient la partie la plus croustillante des bords. Pour de nombreuses familles autrefois, ce n'était pas une partie brûlée ou ratée. Au contraire, c'était considéré comme la partie la plus délicieuse et la plus riche en énergie de toute la marmite de riz. Ce qui est intéressant, c'est que la croûte de riz pouvait aussi être séchée et conservée assez longtemps. En cas de besoin, il suffisait de la manger directement comme un snack croustillant ou de la plonger dans l'eau chaude pour la ramollir. Rien n'était gaspillé. Même ce qui semblait brûlé devenait une source de nourriture utile. Vous souvenez-vous de la dernière fois où vous avez mangé un morceau de riz croustillant? Et si vous deviez choisir, préféreriez-vous le riz tendre du dessus ou la couche croustillante et parfumée du fond? 5. Nouilles étirées à la main dans un bouillon d'os. Alors que la matinée passait et que le froid de la mi-journée commençait à pénétrer les corps, le repas devait être plus consistant, plus chaud, et offrir assez d'énergie pour toute la journée de travail. Sur la table de cuisine, une boule de pâte reposait depuis quelques heures. Lorsque le père la prenait, la pâte était si souple et élastique qu'elle ressemblait presque à la texture d'un lobe d'oreille au toucher. Il étirait la pâte entre ses 2 mains, la frappait doucement sur la table, puis la repliait, avant de l'étirer à nouveau. À chaque fois, les fibres de gluten dans la farine se réorganisaient, rendant la pâte plus souple et plus ferme. Après seulement quelques minutes, à partir d'une simple boule de pâte, il créait de longues et larges bandes de nouilles, faisant presque la longueur d'un bras. Les nouilles étaient jetées immédiatement dans une marmite de bouillon bouillant. Ce bouillon avait été mijoté depuis la veille avec des os, laissant les heures extraire progressivement la gélatine et les saveurs de la moelle.
Une fois les nouilles cuites, le bouillon s'accrochait à chaque filament, procurant une sensation de grâce et de chaleur qui se diffusait dans tout le corps. La particularité de ce plat était qu'il ne nécessitait pas d'ingrédients coûteux. La farine était bon marché, les os étaient souvent la partie que personne n'utilisait, et l'effort venait des mains même du cuisinier. Mais une fois combiné, il créait un bol de nouilles chaudes capable de réchauffer tout le corps lors d'une journée glaciale. 6. Tofu fermenté. Alors que le bol de nouilles chaudes venait d'être servi, la mère ouvrait une jarre en terre cuite, placée dans un coin de la cuisine. L'odeur s'en échappait instantanément, forte et un peu âcre, pouvant faire grimacer ceux qui n'y étaient pas habitués. À l'intérieur de la jarre se trouvaient des blocs de tofu gris-blanc, mous et légèrement glissants. Ils y étaient restés pendant plusieurs semaines. Le tofu frais était initialement laissé pour que les micro-organismes naturels commencent le processus de fermentation. Avec le temps, les protéines du soja se décomposaient en acides aminés plus petits, créant une saveur bien plus riche et profonde que celle du tofu normal. L'odeur initiale pouvait rendre méfiant, mais lorsqu'il était plongé dans un bouillon chaud avec quelques morceaux de viande et des légumes, le goût devenait onctueux, salé et complexe, proche d'un fromage affiné. Ce processus de fermentation ne servait pas seulement à conserver les aliments, mais créait aussi une valeur nutritionnelle. Durant les longs mois d'hiver, où les légumes frais disparaissaient presque totalement, les aliments fermentés devenaient une source de nutriments cruciale pour de nombreuses familles. Il est intéressant de noter que les cuisiniers d'autrefois ne connaissaient rien aux bactéries ou aux acides aminés. Ils savaient seulement que s'ils s'y prenaient correctement, ce tofu pouvait se garder longtemps et rendre un repas simple bien plus savoureux. Comment pensez-vous que vous réagiriez en sentant pour la première fois l'odeur de ce tofu fermenté? Et si vous saviez qu'il peut transformer une simple soupe en un plat plein de saveurs, oseriez-vous goûter? 7. Poitrine de porc mijotée. Quand l'hiver devenait plus froid, le corps avait besoin de plus d'énergie pour rester au chaud. Et dans de nombreuses vieilles cuisines, aucune source d'énergie n'était aussi efficace que la graisse animale. Sur le fourneau, une marmite de poitrine de porc était posée depuis le petit matin. Des blocs de viande carrés, alternant couches de gras et de chair, baignaient dans une sauce sombre, frémissant pendant des heures. La sauce était faite de sauce soja, de vin de cuisine et de sucre chauffé jusqu'à devenir brun foncé. Après un long mijotage lent, la couche de gras de la viande devenait progressivement translucide et tendre comme de la gelée. Le collagène de la peau et de la chair fondait également en gélatine, rendant chaque morceau si tendre qu'un simple contact suffisait à le détacher. Lorsqu'un morceau de viande était posé sur un bol de riz chaud, le gras commençait à fondre immédiatement. La graisse coulait, enrobant chaque grain de riz blanc. L'arôme riche envahissait la table, rendant le repas plus luxueux malgré le petit nombre de morceaux de viande. Aujourd'hui, beaucoup essaient d'éviter les graisses animales, mais durant les hivers glacials d'il y a plusieurs décennies, le gras était comme un carburant pour le corps. Il permettait aux travailleurs de passer la journée dehors sans perdre rapidement leur chaleur. Vous souvenez-vous de la sensation d'un morceau de viande fondant sur un bol de riz chaud? Et si vous deviez travailler toute la journée dans un froid mordant, refuseriez-vous un plat aussi riche en énergie? 8. Brioches à la vapeur de pâte fermentée. Tandis que la marmite de viande mijotait encore doucement, dans un autre coin de la cuisine se trouvait une jarre en terre cuite hermétiquement fermée. À l'intérieur se trouvait une boule de pâte à l'odeur légèrement aigre, conservée de la fournée de la veille. La grand-mère en prélevait une petite partie, la mélangeait à de la nouvelle farine et de l'eau, puis pétrissait jusqu'à ce que la pâte devienne lisse et souple. Cette pâte était laissée au repos sur le plan de travail chaud pendant quelques heures. Grâce aux micro-organismes naturels présents dans l'ancienne pâte, la nouvelle commençait à lever lentement. Quand la grand-mère revenait,
Les petites brioches rondes avaient doublé de volume. Elles étaient placées dans un cuiseur vapeur en bambou, où la vapeur chaude les cuisait en seulement 15 minutes environ. Lorsque le couvercle était soulevé, une épaisse vapeur s'échappait. Des brioches blanches, molles et spongieuses apparaissaient. En appuyant doucement avec le doigt, la surface de la brioche était élastique, comme un petit oreiller. La brioche était déchirée en deux et mangée avec la viande mijotée, laissant la mie tendre absorber la sauce onctueuse. La particularité était que cette souche de pâte fermentée pouvait être conservée pendant des jours, voire des années, si l'on en prenait soin. Chaque jour, on gardait simplement un peu de pâte pour servir d'amorce à la fournée du lendemain. Pouvez-vous imaginer une famille conservant la même source de levain sur plusieurs générations? Et si cette brioche chaude et moelleuse sortait tout juste du cuiseur vapeur? La mangeriez-vous tout de suite ou attendriez-vous un peu? 9. Riz gluant sucré riche en énergie. Durant les jours les plus froids, il arrivait que le repas doive faire plus que simplement rassasier. Il devait fournir assez d'énergie pour aider le corps à maintenir ses forces pendant de nombreuses heures. L'un des plats qui y parvenait était un bol de riz gluant spécial, préparé avec soin. La mère prenait un bol profond et tapissait le fond d'une couche de saindoux. Ensuite, elle disposait des fruits secs et des graines au fond en formant un cercle, puis ajoutait par-dessus le riz gluant qui avait été trempé et cuit à la vapeur. Une fois la couche de riz gluant bien tassée, elle ajoutait encore un peu de gras avant de placer le bol entier dans le cuiseur vapeur pour près d'1 heure supplémentaire. Lorsque le plat était démoulé sur une assiette, le bloc de riz gluant gardait sa forme de dôme brillant. Les grains de riz translucides et collants adhéraient les uns aux autres, tandis que les fruits secs s'étaient ramollis, ressemblant presque à de la confiture. Le gras fondait et s'infiltrait à travers chaque couche de riz, rendant chaque bouchée riche et énergétique. Aujourd'hui, beaucoup considèrent ces plats de riz sucré comme des desserts pour les occasions spéciales. Mais durant les années difficiles d'autrefois, c'était comme une bombe calorique permettant aux travailleurs d'avoir assez d'énergie pour tout un long après-midi. Que penseriez-vous si un seul bol de riz gluant comme celui-ci pouvait vous caler et vous donner la force de travailler jusqu'au soir? Et seriez-vous curieux de découvrir son goût sucré et onctueux? 10. Saucisses de viande suspendues dans la cuisine. À la fin de l'automne et au début de l'hiver, de nombreuses familles préparaient à l'avance leurs réserves de viande pour les longs mois froids à venir. L'une des méthodes courantes consistait à fabriquer des saucisses, puis à les suspendre en hauteur dans la cuisine, là où l'air sec et froid aidait la viande à sécher progressivement avec le temps. Les saucisses étaient faites de viande hachée mélangée à du sel, un peu de sucre et du vin de cuisine, puis embossées dans un boyau fin. Suspendues aux poutres de la cuisine pendant plusieurs semaines, le vent froid extrayait lentement l'humidité de la viande. La chair à l'intérieur devenait plus dense et la saveur devenait plus forte et concentrée de jour en jour. À l'heure du repas, le père n'avait qu'à décrocher un morceau de saucisse et à le couper en fines tranches. Ces tranches de viande rouge parsemées de cercles de gras blancs étaient jetées dans la marmite de riz chaud. Sous l'effet de la chaleur, le gras commençait à fondre et à imprégner chaque grain de riz, parfumant toute la marmite d'une odeur de viande. Dans de nombreuses familles autrefois, un animal d'élevage n'était abattu qu'une fois par an. Par conséquent, conserver la viande pour l'utiliser tout au long de l'hiver était extrêmement important. Ces saucisses suspendues au grenier ou à la cuisine étaient le moyen de faire durer cette source de nourriture pendant les mois glacials. Pouvez-vous imaginer ces rangées de saucisses suspendues silencieusement aux poutres tout au long de l'hiver? Et si vous aviez le choix, en couperiez-vous quelques tranches pour les manger avec du riz chaud ou les utiliseriez-vous pour cuisiner une soupe chaude? Ces plats simples n'étaient pas seulement de la nourriture. Ils sont les souvenirs de toute une époque
où l'homme devait compter sur l'expérience et la patience pour surmonter l'hiver. L'un de ces plats vous rappelle-t-il votre enfance ou vous rend-il curieux de l'essayer? N'hésitez pas à partager vos impressions dans les commentaires. Et si vous aimez ces histoires culinaires nostalgiques, n'oubliez pas d'aimer la vidéo et de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos.